Qui croyez-vous être, la vieille? Vous n'êtes qu'un fardeau pour ce village, vociféra le gendarme Léo, le visage contracté par une fureur glaciale, au moment même où il enflammait la vieille Citroën 2CV de la femme âgée. Cet acte, il le percevait comme une démonstration de son autorité, une correction méritée. Il était loin de se douter que cet instant de triomphe sauvage allait précipiter la désintégration de son propre univers, car il allait bientôt apprendre, avec une stupeur glaciale, qui était le fils de sa victime. Tout avait débuté à 19h01, lors d'une soirée banale dans ce hameau normand où la vie semblait suspendue. Un voisin, Stéphane Mercier, quinquagénaire à la panse de buveur de bière et à la chemise maculée de cambouis, avait saisi son téléphone depuis le seuil de sa maison. Son regard, chargé d'un mépris épais, était fixé sur la modeste demeure d'en face, celle où la nouvelle résidente avait élu domicile. « Allô, la gendarmerie ? Je souhaite signaler un problème. » Sa voix était lourde, saturée d'une satisfaction malsaine. « C'est au sujet de cette femme. La nouvelle venue. » Il fit une pause, comme pour choisir la formulation la plus blessante, se délectant par avance de son impact. « Elle n'a pas sa place ici. Elle attire les ennuis, vous voyez ? Les gens de son espèce, on sait ce que ça vaut. » À l'autre bout du fil, dans le local étriqué de la gendarmerie, le gendarme Léo Dubois laissa poindre un sourire. Ce genre d'appel était sa récompense, la justification de sa mission de protecteur de l'ordre établi. « Bien reçu, monsieur. J'arrive d'ici 10 minutes. » Après avoir raccroché, Stéphane Mercier émit un ricanement sourd et grommela, « On va voir combien de temps elle va rester, celle-là. » Moins d'un quart d'heure plus tard, le véhicule de service de Léo s'immobilisa avec fracas devant le logis de Marie-Laurent. Le gendarme en descendit, la poitrine bombée, l'ego hypertrophié par la conscience de sa propre autorité. Il martela la porte avec une violence contenue, des coups sourds qui brisèrent la quiétude vespérale. Marie, une femme âgée aux yeux lasses mais empreints de noblesse et à la voix posée, lui ouvrit en prenant appui sur sa canne. Un simple cardigan recouvrait sa robe humble, et son visage, un réseau de rides fines, racontait une existence de travail et de courage. « Bonsoir, monsieur le gendarme. » Un souci ? Léo la dévisagea avec insolence, son regard la parcourant comme s'il inspectait un objet sans valeur abandonné sur la voie publique. « On a reçu des plaintes, » articula-t-il d'une voix forte, conçue pour atteindre les oreilles des voisins aux aguets derrière leurs fenêtres. « Vous causez du trouble, madame Laurent. » Un pli d'incompréhension creusa le front de Marie. « Je vous demande pardon ? Je ne fais absolument rien de mal. Je vis simplement ici. Je paie ce que je dois, mes impôts et mes charges. » Léo laissa échapper un rire bref et cassant, totalement dénué de chaleur. « Écoutez bien, madame. Les gens qui habitent ici sont des gens honorables. Des gens qui prennent soin de leurs biens et qui tiennent à la paix de leur commune. » Son ton était celui d'un maître d'école s'adressant à un enfant obtus. « Nous n'avons nul besoin. » Il se pencha vers elle, sa voix se muant en un murmure chargé de venin, de personnes comme vous pour dégrader l'image du village. À cet instant, quelques badauds traversèrent la rue, engageant une conversation factice pour mieux assister à la scène. Stéphane Mercier s'avança, un sourire goguenard aux lèvres. « Expliquez-lui bien, monsieur le gendarme, qu'ici on ne tolère pas le laxisme, lança-t-il, comme s'il s'agissait d'une déclaration officielle. » Léo lui adressa un signe de tête complice puis se reconcentra sur Marie. « Vous entendez ? Personne ne veut de vous dans le coin. Absolument personne. Et cette satanée voiture, cette vieille Citroën 2CV, on la croirait sortie d'une décharge. Elle est aussi repoussante que... » Il la fixa. « Vous feriez mieux de la ramener d'où elle vient. Et de faire de même. » Marie inspira longuement, l'air frais de la campagne lui piquant les poumons. Aucune larme ne perla. Elle ne trembla pas. Sa silhouette, bien que voûtée par les années, dégageait une force inébranlable. « Je suis chez moi ici, » déclara-t-elle avec une fermeté qui déconcerta Léo un instant. « Et vous n'avez aucun droit de... » Léo l'interrompit, son visage si près du sien qu'elle pouvait sentir son haleine. « J'ai le droit de préserver ce village. Vous n'y avez pas votre place. Vous ne l'avez pas encore compris, mais ça va venir. » Dans son dos, Stéphane riait aux éclats, savourant chaque instant de cette humiliation publique. « C'est parfait, monsieur le gendarme. Voilà ce qu'il nous faut. » Une insulte fusa d'une fenêtre voisine, « Foutez-nous le camp. » À ce moment précis, Marie, sa dignité de roc met son cœur en miettes, ne put que souffler, « Vous le regretterez un jour. »
Un sourire de satisfaction empoisonné se dessina sur les lèvres de Léo. Permettez-moi d'en douter. Il pivota sur ses talons, lui jeta un ultime regard lourd de menace, et regagna son véhicule. Cette même nuit, à 3h39, Léo était de retour. Seul cette fois. Ses yeux étaient rouges, une lueur de fureur ou peut-être de néant y brillait intensément. Il portait un bidon d'essence, et une seule pensée obsessionnelle occupait son esprit, il fallait que la vieille comprenne sa leçon. Il s'approcha de la Citroën 2CV, l'encerclant tel un fauve jaugeant sa victime. La lueur blafarde de la lune glissait sur la tôle fatiguée. Il effleura le métal glacial avec une répulsion évidente. « Regarde-toi, aussi bonne à rien que ta maîtresse », murmura-t-il au silence nocturne. Son regard se porta sur la maison de Marie, silencieuse, offerte. Ça lui servira de leçon, à cette vieille emmerdeuse. Elle apprendra à ne pas me tenir tête et à la fermer. Il dévissa le bouchon et se mit à déverser l'essence à l'intérieur du véhicule, sans ménagement, le liquide éclaboussant le sol et ses propres chaussures. L'odeur puissante et chimique envahit l'atmosphère, tel un funeste présage. Ces foutus nouveaux riches pensent pouvoir s'installer où ils veulent, prendre la place des autres et exiger qu'on les respecte, ricana le gendarme avec un dégoût profond. Ils ne savent pas où ils ont mis les pieds. Il gratta une allumette. La petite flamme vacilla un instant dans sa paume, projetant une lumière diabolique sur son rictus cruel. Ce village, c'est pour les gens d'ici, pas pour la racaille. Sans la moindre seconde d'hésitation, il jeta le bâtonnet enflammé dans l'habitacle. Vroom. L'explosion de flammes fut immédiate et violente, dévorant les sièges, le tableau de bord, la vie même de la petite voiture. La lueur orangée et crépitante dessina des ombres dansantes et macabres sur les maisons endormies. Des rideaux s'écartèrent, des silhouettes se devinèrent, mais aucun appel ne fut passé aux pompiers. Aucun cri ne déchira la nuit. Et Léo, empli d'un sentiment de justice accomplie, retourna d'un pas envers son véhicule de service, sans jeter un seul regard en arrière. Marie fut tirée de son sommeil par la chaleur étouffante qui filtrait à travers la fenêtre de sa chambre. Une clarté surnaturelle et mouvante animait les murs. Se levant avec difficulté, elle ouvrit sa porte et un cri d'effroi s'étrangla dans sa gorge. « Oh, mon Dieu, non! Ma voiture! Ma voiture !» Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable, son visage la brûlait, sa cage thoracique se contractait violemment alors qu'elle assistait, impuissante, à la destruction par le feu de son unique bien, un souvenir précieux de son mari disparu. Une jeune fille, Chloé, dont le regard était le seul du voisinage à ne pas être souillé par la méchanceté, se précipita vers elle. « Madame Laurent, j'ai tout vu. C'est le gendarme. Le même qu'hier après-midi. C'est lui qui a mis le feu. Tout le monde a vu, mais personne n'ose rien dire. » Marie resta silencieuse. Son regard était absorbé par le brasier, un maelstrom de chagrin, de fierté blessée et d'une rage si ancienne et si profonde qu'elle semblait ranimer une flamme intérieure qu'elle croyait éteinte depuis des lustres. À l'intérieur, son téléphone vibra sur la table de nuit. Le nom, Lucas Laurent, illumina l'écran, mais elle ne décrocha pas. Elle pressentait que lorsqu'il apprendrait la nouvelle, le monde tel qu'il le connaissait allait vaciller. Au même instant, à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Paris, dans un bureau majestueux du palais de l'Élysée, il était 8h10 du matin. Le téléphone sécurisé du président de la République française sonna. Un appel d'un numéro protégé. Il répondit sur le champ. « J'écoute. » La voix de la chef de la sécurité, Valérie Dupont, était anormalement tendue. « Monsieur le Président, un incident grave s'est produit. Dans un village de Normandie. Une femme âgée. Son véhicule a été incendié. L'acte est criminel. Son nom, Marie Laurent. Nous avons des vidéos. Un gendarme impliqué, véhicule de service non identifiable. Des témoignages affluent. L'affaire est devenue virale il y a 1 heure. » Le président Nicolas Laurent se leva d'un mouvement lent, sans couper la communication. Il marcha jusqu'à la baie vitrée donnant sur les jardins du palais. Sa mâchoire se durcit, un muscle saillant sur sa tempe. « Transférez-moi la vidéo. » Il la visionna. Une première fois. Une deuxième. Une troisième. Son visage passa d'une immense tristesse à une colère blanche, contenue mais d'une intensité redoutable. Il composa un numéro sur une ligne cryptée. « Je veux un rapport complet sur le gendarme Léo Dubois. Chaque détail de sa vie. Immédiatement. »
Au même moment, Marie était assise dans son fauteuil, les mains jointes, la télévision muette. Pas un mot n'avait franchi ses lèvres depuis que les pompiers étaient repartis. Chloé, dans la cuisine, lui avait préparé une tisane qu'elle n'avait pas demandée, s'agitant avec une sollicitude silencieuse. D'autres voisins, poussés par une bonne intention tardive ou une culpabilité naissante, défilaient, laissant qui une couverture, qui des paroles de réconfort creuses, qui de simples regards penauds. Madame Laurent, fit Chloé en revenant avec la tasse. Une berline noire vient de se garer. Des hommes en costume en sortent. Vous attendez quelqu'un d'important? Marie ne réagit pas. On frappa à la porte. Des coups discrets, presque timides. Chloé alla ouvrir. Le président de la République française pénétra dans la petite maison. Sans escorte visible, sans photographe, sans agitation médiatique. Juste un homme, le visage ravagé par la fureur et par une émotion plus intime, plus douloureuse encore. Marie leva la tête. Leurs regards s'ancrent l'un dans l'autre. Le temps sembla s'arrêter. Il n'y eut pas de mots, juste une tension palpable dans l'air, un lien secret et puissant qui les unissait bien au-delà de la fonction, du pouvoir, de la nation. Chloé observait la scène, frappée de stupeur, incapable de la déchiffrer. Le silence s'épaissit. Puis le président s'avança, plia le genou devant la vieille femme, et prenant ses mains ridées dans les siennes, il murmura d'une voix étranglée, « Pardon, maman ». Un silence de cathédrale s'abattit sur la pièce. Chloé laissa échapper la tasse, qui explosa sur le sol. Marie se mit à frissonner, et tout sembla trembler avec elle. Mais il n'y avait toujours pas de larmes, seulement une tempête contenue dans le regard de l'homme le plus influent du pays. À cette même heure, au commissariat de gendarmerie locale, Léo Dubois surfait sur son téléphone. Son nom n'était pas encore public, mais la vidéo. La vidéo tournait en boucle. Quelle bande d'hystériques, grognatait-il en mordant dans un croissant. Il n'éprouvait aucune honte. Il se délectait des commentaires outrés, se gaussait des appels à la justice. Ça va chouiner pendant 2 jours et puis on passera à autre chose. C'est toujours pareil, lança-t-il à un collègue. Et si tu te fais pincer, s'inquiéta son partenaire, visiblement moins serein. Léo ricana. Et alors? Que vont-ils faire? M'envoyer au bagne pour une vieille folle et sa carcasse? À cet instant précis, son portable vibra. Numéro inconnu. Il décrocha, l'air suffisant. Ouais. Un temps. Ouais, j'écoute. De l'autre côté, une voix d'homme, posée, profonde, mais qui recelait une menace d'acier. Vous allez recevoir un appel. Pas pour une déposition. Pour votre mise en examen. T'es qui, toi, aboya Léo. Je suis le fils de la femme dont vous avez incendié l'âme. Et je n'aurai de cesse que votre portrait de lâche soit affiché sur tous les écrans du pays. Clic, Léo demeura immobile. Son rictus avait disparu. Le reste de son croissant vacillait dans sa main. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il éprouva la peur, une peur viscérale qui lui nouait les tripes. L'appel du président n'avait pas seulement ébranlé Léo, il avait mis en branle un mécanisme bien plus redoutable, l'appareil d'État, silencieux et broyeur, qui anéantit ceux qui s'attaquent à la mauvaise cible. À 22h32, alors que Léo essayait encore de se convaincre que l'appel était un canular, une note de service cryptée de l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale, IGGN, parvint au commissariat. Enquête interne à effet immédiat. Consignation de tout le personnel. Le gendarme Léo Dubois est suspendu de ses fonctions. Les chuchotements s'élevèrent. Ses collègues ne riaient plus. Certains s'éloignèrent de lui comme s'il était contagieux. C'est une vaste plaisanterie, tenta Léo, le front perlant de sueur. Personne ne le crut. Dans le village normand, les voisins qui l'avaient soutenu se tairaient désormais dans un silence de plomb. Les vidéos, analysées image par image, commençaient à parler. Le véhicule de service aux plaques masquées, la silhouette de l'incendiaire, sa démarche. Des indices que seuls les habitants pouvaient reconnaître. Sur les forums locaux, les langues se délièrent. C'est Dubois. Il habite la rue d'Aix-en-Grave-Côté. C'est sa démarche. Il a toujours été violent avec les nouveaux. Ce type est un malade, il cherchait l'affrontement. Ceux qui, la veille, l'encensaient, s'empressaient de supprimer leur message de soutien. Trop tard. La vérité était désormais une arme entre les mains de ceux qui ne connaissent pas le pardon. Le lendemain, à 7h14,
3 inspecteurs de l'IGGN en civil firent irruption dans la gendarmerie. Léo Dubois, déclara l'un d'eux d'une voix sans appel. Vous venez avec nous. Sur le champ. Les autres gendarmes baissèrent les yeux. Personne ne prit sa défense. Pas un regard. Léo essaya de faire bonne figure. Savez-vous à qui vous vous adressez? J'ai les meilleurs états de service de l'unité. Vos états de service sont sans importance, rétorqua l'inspecteur. Ce qui compte, c'est la personne que vous avez ciblée. Léo voulut protester, mais se tut en croisant le regard de l'homme. Il y eut un mélange de pitié et de certitude absolue. Vous avez commis une erreur monumentale, lui glissa l'homme à l'oreille, pour lui seul. Le cœur de Léo plongea comme une enclume dans un abîme. À Paris, le président était en réunion de crise avec ses services de renseignement. Je veux l'intégralité du dossier de cet homme, ordonna-t-il. Chaque plainte classée sans suite, chaque abus d'autorité, chaque rapport interne. Je veux que tout soit public. Aucune dissimulation. Monsieur le Président, quelle stratégie adopter? Publique ou discrète? Le président marqua une pause, mesurant le poids de sa décision, le risque d'embrasement du pays. Nous suivrons la procédure légale, mais sans aucune concession. Je veux que la nation entière voie son vrai visage. Je veux qu'elle sache pourquoi ma mère a enduré cette épreuve. Une conseillère écarquilla les yeux. Votre mère, monsieur le président? Pour toute réponse, il fit glisser sur la table une photo de lui, enfant, dans les bras d'une jeune Marie Laurent. La même femme que sur la vidéo, à terre, devant sa voiture en feu. Un silence stupéfait s'installa. Ce qu'on lui a fait subir, conclut-il d'une voix d'acier, ne restera pas impuni. 3 jours plus tard, le gendarme Léo Dubois était formellement mis en examen et incarcéré, une scène filmée et diffusée en direct. Pas de traitement de faveur, pas de défense corporatiste. Juste des menottes et le silence glacial de ses ex-collègues qui le regardèrent partir, fuyant son regard. À son domicile, sa femme n'était plus là. Ses enfants avaient manqué l'école. Sur la façade, des insultes peintes à la bombe, lâche, bourreau. La mère de la France. Son nom, son visage, ses propos haineux furent exposés et analysés par tous les médias. Les réseaux sociaux le condamnèrent sans appel. Ses amis les plus proches cessèrent de répondre à ses appels. Son univers, fondé sur la violence et la suffisance, se désagrégeait, comme sa plaque rouillée. Le président ne prononça qu'une seule phrase publique. Lors d'un déplacement en Normandie, il prit la main de sa mère devant les caméras et déclara « Il ne s'est pas attaqué à une citoyenne. Il s'est attaqué à ce que j'ai de plus sacré au monde. » Ce fut suffisant. Léo Dubois fut inculpé pour une litanie de chefs d'accusation, incendie criminel, abus de pouvoir avec circonstances aggravantes de haine, complot et entrave à la justice. Les voisins qui l'avaient encouragé furent identifiés et publiquement blâmés. Le garage de Philippe Martin, l'homme qui avait passé l'appel, fit faillite en moins d'1 mois, boycotté par tous. Marie Laurent ne réclama rien. Elle refusa toutes les interviews. Elle retourna s'asseoir sur son perron, contemplant une nouvelle voiture garée devant chez elle, financée par une collecte nationale à laquelle des milliers de Français avaient contribué. La justice s'était accomplie, non par les mots, mais par les actes. Et par le feu, celui, purificateur, de la vérité. Léo Dubois avait l'habitude de marcher en dominant le monde du regard. Aujourd'hui, il marche le dos courbé, parmi des codétenus qui connaissent son histoire par cœur. Il ne crie plus. Il ne menace plus. Il survit. Sa femme engagea la procédure de divorce 2 semaines après son incarcération. Ses enfants, accablés de honte, firent changer leur nom. Sa maison fut taguée, saisie, puis vendue aux enchères pour dédommager les victimes. Ses amis s'évanouirent dans la nature. Personne ne témoigna en sa faveur. Ses publications racistes, ses messages vocaux, ses blagues sordides, tout refit surface. Ses paroles furent une preuve aussi accablante que ses gestes. La plaque qu'il portait fièrement est désormais une simple pièce à conviction. Son uniforme, un souvenir honteux. Sa réputation, carbonisée comme la voiture qu'il a détruite. En détention, il n'est qu'un matricule. Mais derrière les murs d'une prison, la mémoire est tenace. Car Léo n'a pas agressé une femme âgée anonyme. Il a agressé la mère du président. Et de cette confrontation, personne, absolument personne, ne peut sortir indemne.
N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Si vous avez aimé cette histoire, vous devez absolument voir celle-ci, où une femme est humiliée aux funérailles de son mari avec un vieux fourgon, sans que personne ne sache qu'il valait des millions. Cliquez maintenant, on vous y attend. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.